merci de vous être connectés à ce webinaire sur le potentiel des données primaires couplées aux données du SNDS. La présentation devrait durer environ 40 minutes. On va essayer de rattraper un peu le retard qu'on a pris et sera suivi de questions-réponses sur 5-10 minutes à la fin de la présentation. Et vous avez le chat dont vous vous êtes déjà servi pour nous faire les petits commentaires sur le côté pour pouvoir poser vos questions. Donc rapidement, on va laisser se présenter Fanny et Aurélie. Fanny. Bonjour à tous, je vois que je suis en contre-jour, mais enchantée. Je suis Fanny Raguido, je suis pharmaco-épidémiologiste chez EVA, responsable du pôle épidémiologie où on s'occupe de la méthodologie des études et de la rédaction des documents tels que le protocole, les rapports d'études et les articles scientifiques. Et à côté, on ne me voit pas bien, mais je suis à côté de Fanny, Aurélie Schmitt, je suis directrice de projet chez EVA. Donc, on va aujourd'hui vous parler des données du SNDS couplées aux données primaires. Très bien. Et donc, merci à toutes les deux. Et donc, Alice Sanchez-Ponton, moi, je suis directrice scientifique et directrice de la biométrie pour Axonal Biostatem, qui devient le grand EVA. Donc, dans cette présentation, alors slide suivante, pardon. Nous allons faire la présentation des différentes sources de données, ensuite le mode d'emploi des études chaînées et terminer par des exemples et des applications. Et tout d'abord, je vais introduire rapidement ce qu'est le Grand EVA, c'est-à-dire une association unique de savoir-faire pour la réalisation de tous vos projets cliniques qui commencent déjà, que ce soit des études sur les bases de données du SNDS ou encore de la collecte de données primaires. Nous pouvons également faire de la valorisation des résultats avec la data visualisation et la communication des résultats. Et enfin, des savoir-faire et des produits data IA by design. Slide suivante. Donc pour cela, nous sommes plus de 100 collaborateurs avec des équipes opérationnelles en méthodologie, en biométrie, en gestion de projets et opérations cliniques et également en IT et digital. Et bien sûr, les équipes support qui vont nous aider tout au long du projet avec notamment tout le process qualité. Slide suivante. Nous intervenons en data tout au long de la vie du produit de santé, que ce soit dans les phases de développement clinique avec les études cliniques et les études pré-marquage CE notamment, également les accès précoces, au moment de l'AMM pour collecter des données qui vont alimenter les dossiers de remboursement, les dossiers médico-économiques, également faire des études de remboursement pour le dispositif médical. Et enfin, en post-AMM ou en vie réelle, toutes les études post-inscription et les études de suivi clinique après commercialisation et également des études pour évaluer la place réelle du médicament ou du dispositif médical dans la stratégie thérapeutique. Donc voilà, j'avais dit que je ferais vite, donc je passe la main à Fanny pour la présentation des sources de données. Alors, avant de présenter les sources, on va peut-être juste revenir sur des notions, ce qu'on appelle souvent données primaires et données secondaires. Donc, c'est important juste de rappeler, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de définition, que donc, les données primaires, ce sont des données qu'on va collecter de façon ad hoc quand on ne dispose pas de données déjà disponibles, préexistantes, pour répondre aux objectifs du projet. Donc, pour répondre à ces objectifs, on peut mettre en place une collecte de données dédiée auprès de professionnels de santé, par exemple, et ces données seront collectées par des médecins investigateurs, par des attachés de recherche clinique ou également par des patients quand on souhaite récupérer notamment des informations de qualité de vie via des auto-questionnaires. Alors, comme c'est une étude qui est faite vraiment spécifiquement pour l'étude, les designs peuvent être vraiment tout ce qu'on veut, du transversal, du rétrospectif, du prospectif, mais également de l'ambispectif, donc un mélange de rétrospectif et de prospectif. Et également, on peut planifier des collectes pour répondre à des questions dans le cadre d'accès dérogatoire. Il y aura un exemple en fin de webinaire. Et donc, le pendant de ces données primaires, ce sont les données secondaires,
C'est-à-dire que du coup, on utilise des données qui ont déjà été collectées pour un autre but. Donc, c'est principalement le cas des données médico-administratives du SNDS, Système national des données de santé. On va vraiment plus détailler tout ça derrière. Donc, elles ont été déjà collectées. On va les utiliser dans une deuxième intention qui va être de la recherche. Donc, il faut bien connaître pour quelles raisons elles ont été collectées la première fois pour pouvoir potentiellement anticiper d'éventuels biais dans l'étude qu'on voudra mettre en place derrière. Donc, c'est le SNDS. D'autres exemples également de données secondaires, ce sont les systèmes d'information hospitaliers, en particulier les entrepôts hospitaliers de données. Ça peut être également les systèmes d'information publics ou privés en médecine de ville, notamment les bases sur les logiciels d'aide à la prescription. Ça peut encore être des données sur d'autres acteurs de la production de soins en ville, pharmacie d'officine, laboratoire de biologie, centre d'imagerie. Des cohortes ou des registres qui sont déjà existants, cohorte hépataire, cohorte offset dans la sclérose en plaques par exemple, et puis également des données produites par les patients qu'on va récupérer via le biais de dispositifs médicaux connectés dans le cadre d'automesure, du rythme cardiaque, de la glycémie par exemple, ou alors saisies directement par le patient dans des applications. Du coup, je laisse Aurélie présenter le SNDS pour les personnes qui ne sont pas expertes encore sur ces données-là. Voilà, on va essayer d'aller rapidement. Ceux qui sont vraiment intéressés, qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à nous contacter après. Le SNDS, donc c'est un acronyme qui est en fait le Système national des données de santé. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, les données qui sont pour l'instant sur le SNDS, ce sont toutes les données que vous pourrez retrouver sur votre carte vitale. On habite en France, on a un système de remboursement par l'assurance maladie de nos soins de santé. Qui est qui couvre énormément de soins. Et en fait, tous ces soins qui vous sont remboursés sont enregistrés sur votre carte vitale et in fine sur une base gérée par l'assurance maladie pour que vos soins soient bien remboursés. Et toutes ces données sont donc accessibles pour la recherche. Vous avez des données à la fois sur les remboursements en ville, à la fois sur les remboursements à l'hôpital. La ville, on appelle ça le DCIR, et l'hôpital, on appelle ça le PMSI. On vous les détaille dans la diapositive suivante. Il faut avoir en tête que vous avez d'autres bases un petit peu annexes, puisqu'il y a des prises en charge un peu particulières, notamment pour les patients, les personnes âgées qui sont en EHPAD. Là, ils ont un système un peu plus clos au niveau du remboursement de leurs soins, donc il y a une base qui est à part. Et puis également, vous avez tous les passages aux urgences qui finalement ne sont ni des soins en ville, ni des soins en hôpital, puisque vous faites un petit bout d'hôpital, mais très parcellaire. Et finalement, là encore, c'est une base de données qui est à part, qu'on appelle les RPU. Donc, dans les diapositives suivantes, on vous décrit ce qui se passe en ville et ce qui se passe à l'hôpital. Donc, pour la partie hospitalière, vous retrouvez un certain nombre d'informations sur les séjours qui sont réalisés en France. Vous avez un certain nombre d'informations administratives sur le patient. Vous pourrez retrouver son âge, vous avez son sexe, vous savez où le patient réside. Vous savez aussi dans quel établissement il a séjourné. Donc, vous avez le code finesse de l'établissement, ce qui peut amener à avoir la localisation de l'établissement. Vous avez la durée de séjour. Vous savez également un petit peu ce qui se passait avant son arrivée à l'hôpital. Est-ce qu'il était chez lui? Est-ce que le patient venait déjà d'un autre établissement? Et puis, vous savez finalement ce qui lui arrive après. Est-ce que ce patient retourne à domicile? Est-ce qu'il décède pendant son hospitalisation? Ou est-ce qu'il est transféré vers une autre unité ou un autre hôpital? Vous avez également des informations à l'intérieur de son séjour. Donc, au niveau des actes qui sont réalisés. Vous avez également des informations sur les différentes unités quand celles-ci sont un petit peu onéreuses, puisqu'on n'oublie pas que ce sont des bases de remboursement. Donc, ce qui est indiqué dans ces bases, ce sont des éléments qui vont avoir un impact sur le financement et le remboursement des établissements. Au niveau information médicale, on a un diagnostic principal d'hospitalisation, c'est le motif d'entrée du patient. Voilà, il se casse la jambe, ça va être son motif d'entrée. Et ensuite, on peut retrouver un ensemble de diagnostics associés qui peuvent être liés soit à un état comorbide du patient. Par exemple, ce patient qui est venu pour une fracture a aussi du diabète. On va pouvoir le retrouver dans ces bases. Et puis, peut-être qu'au cours du séjour, il va faire un infarctus. Et donc, ça, c'est aussi des éléments qu'on va retrouver dans les bases du PMSI. À noter que dans ces bases, il y a une limite, on n'a pas accès à l'ensemble des traitements qui sont administrés en traitements médicamenteux et dispositifs médicaux qui sont administrés au cours de l'hospitalisation. On a uniquement ceux qui sont finalement onéreux et qui sont administrés en plus de l'hospitalisation. On est dans un système de remboursement, il y a un tarif de remboursement associé à l'hospitalisation et tout ce qui ne rentre pas dans ce tarif est facturé en plus et donc va pouvoir être retrouvé.
voilà, vraiment très, très rapidement, on a bien tous les établissements publics et privés dans ces bases de données, donc c'est exhaustif sur la France. On a bien toutes les hospitalisations également, qu'elles durent une journée ou bien plusieurs semaines. Côté ville, là, ça vous est peut-être plus familier puisque tout un chacun, vous allez chez le médecin, à la pharmacie, vous pouvez avoir des examens. Donc, toutes ces prestations, finalement, sont enregistrées et remboursées et donc avec un codage spécifique. Et ce sont des données que l'on retrouve dans les bases de données. Donc, vous voyez, on a vraiment accès à tout le parcours de soins de chaque patient. Chaque patient peut être retrouvé. Il a un numéro d'identifiant qui est unique entre la ville et l'hôpital, ce qui nous permet vraiment de suivre son parcours, même s'il change, s'il déménage, s'il change d'établissement, voilà, s'il change de ville, on va toujours le retrouver. Côté ville, on a un petit peu plus d'informations qu'à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va également avoir une information sur... on a peu d'informations médico-sociales, mais on a quand même le fait qu'il bénéficie de la CMU, donc ce qui nous permet d'avoir une information, d'approcher en tout cas un niveau socio-économique. Et puis, on va avoir des informations, bien sûr, sur tous les remboursements et les professionnels de santé qui sont associés à ces remboursements. Donc, vous allez avoir, vous voyez sur la droite, tous les actes médicaux, tous les examens de biologie qui sont faits en ville, tous les traitements qu'on peut aller chercher qui sont remboursés en pharmacie, tous les transports également. Et puis, quelque chose qu'on oublie parfois, ce sont les arrêts de travail. Donc là, on va pouvoir retrouver tous les arrêts de travail qui sont remboursés par l'assurance maladie. En ville, on a très peu d'informations cliniques. La seule information qu'on va pouvoir retrouver, c'est un diagnostic sur les ALD. Vous savez qu'en France, pour les maladies chroniques, on peut bénéficier d'une ALD. Et donc, chaque ALD bénéficie d'un diagnostic d'une maladie spécifique. Vous avez plusieurs ALD. Il peut y avoir, par exemple, l'insuffisance cardiaque. Si votre patient a de l'insuffisance cardiaque, ça peut être le diabète. Voilà, il peut y avoir plusieurs ALD pour un même patient. Et chose importante dans ces deux bases, côté PMSI, on va retrouver uniquement les décès à l'hôpital et en ville, on va pouvoir retrouver vraiment l'ensemble des décès ou que le patient soit décédé. Donc, ça nous permet, vous voyez, en réutilisation épidémiologique, on va dire, d'avoir vraiment les informations clés pour l'évaluation des produits de santé. Au niveau des avantages, vous le voyez bien, c'est une base qui est exhaustive au niveau de la population française qui est couverte par l'assurance maladie. On parle de 68 millions d'assurés en ce moment. Et pour le coup, il n'y a pas de biais de sélection puisque tous ceux qui sont remboursés sont dans cette base de données. Il n'y a pas non plus de biais de mémorisation, c'est-à-dire que les données sont enregistrées à chaque fois qu'on utilise notre carte vitale finalement. Et donc, il n'y a pas de biais de mémoire. Les patients n'ont pas à se souvenir de ce qui leur est arrivé. C'est vraiment exhaustif à ce niveau-là. On va retrouver l'ensemble des dépenses de santé. Il n'y a pas de sélection au niveau des dépenses de santé. On va vraiment retrouver tout ce qui est en ville et tout ce qui est à l'hôpital. Ce sont des données qui sont pseudo-anonymisées. On ne peut pas réidentifier les patients. Et puis, les personnes qui accèdent à ces données suivent des formations qui leur indiquent certaines variables à ne pas croiser pour ne pas pouvoir réidentifier. Et en revanche, ça leur permet d'avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, un numéro vraiment unique qui nous permet de les suivre, de ne pas savoir qui est ce patient, mais en tout cas de savoir ce qui lui arrive, de pouvoir le suivre sur plusieurs années, peut-être même 10-15 ans. Les données cliniques qui sont utilisées dans les hospitalisations, notamment, utilisent des nomenclatures qui sont internationales. Par exemple, la CIM-10, ce sont des classifications qui sont utilisées à l'étranger dans d'autres bases de données. Donc, on peut tout à fait aller appliquer des études qui sont réalisées à l'étranger en France et utiliser les mêmes codes. Pour d'autres nomenclatures, ce sont des nomenclatures qui sont françaises. Par exemple, pour les actes, si on utilise la CCRM, qui est une nomenclature un peu plus française et qu'il va falloir traduire si on veut aller regarder les données à l'étranger. Voilà, et puis le reste, je vous l'ai déjà dit, on peut vraiment suivre les patients dans l'espace et dans le temps, ce qui en fait sa force, et les informations médicales au niveau des ALD. Et puis pour les arrêts de travail, on a l'information aussi sur le motif d'arrêt de travail quand les arrêts de travail font plus de 6 mois. Donc, vous voyez un grand panel d'avantages. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques inconvénients, bien entendu. On ne retrouve que les soins qui sont remboursés par l'assurance maladie. Donc, c'est bien, il y en a beaucoup. Mais voilà, un patient qui va aller chercher du Doliprane parce qu'il a mal à la tête, on ne va pas le retrouver s'il n'a pas eu une prescription et que ce Doliprane n'est pas remboursé. On ne sait pas non plus quand le patient va chercher son traitement, si derrière il va le prendre. Là, je crois qu'il faudrait vraiment être derrière chaque patient pour vraiment le savoir. Donc, c'est une des limites. Au niveau de la deuxième limite, on va dire, qui est assez importante dans ces bases,
c'est qu'il n'y a pas de résultat des examens. On va pouvoir avoir vraiment l'intégralité des consommations de soins. On va pouvoir savoir si les patients réalisent des tests, etc. On ne va pas avoir les résultats. Ça, c'est c'est la plus grosse limite de la base. On a vraiment toujours envie de savoir est-ce que finalement cette prise de sang avait donné quelque chose ou pas, et on ne le sait pas. Il y a aussi un certain nombre d'informations qu'on recherche. Vous les voyez sur l'écran, le poids, la taille, est-ce que le patient fume, est-ce que le patient boit. Ce sont des informations qu'on aimerait beaucoup savoir. Quand vous parlez respiratoire, vous avez envie de mesurer des données, vous ne les avez pas dans ces bases. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs, hein, c'est pour pouvoir vous dire justement qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on a vraiment besoin de données cliniques. Eh bien, on va aller chercher des bases dans lesquelles on les a. C'est en ça que les études chaînées sont intéressantes, puisqu'on va avoir d'un côté des études avec des données peut-être sur des plus petites populations, donc peut-être 100, 200, 300 patients, mais avec des données extrêmement précises et vraiment extrêmement mesurées. Et de l'autre côté, vous allez avoir une base plus exhaustive avec vraiment un niveau de consommation de soins et d'informations important, mais peut-être pas les données cliniques qui vous permettraient de sélectionner votre bonne population. On va revenir plus tard sur des exemples détaillés, mais là, rapidement, si on pense à quelques exemples, ça va être par exemple de prendre des patients d'un essai clinique et d'évaluer leur survie à plus long terme. Dans un essai clinique, on ne va pas pouvoir mesurer finalement une survie à long terme, c'est-à-dire à 2 ans, 5 ans. C'est des choses qu'on peut faire avec le SNDS. On va également pouvoir comparer des groupes de patients télésurveillés avec des groupes de patients qui ne sont pas télésurveillés. Donc là, maintenant, finalement, la télésurveillance, elle est prise en charge comme avec un code LPP, mais il y a de ça même 1 an ou 2, ça n'était pas le cas. Et finalement, on était obligé d'aller apparier ces patients-là pour pouvoir les suivre dans le SNDS et bien comprendre est-ce que les patients passaient moins aux urgences ou étaient moins réhospitalisés. Dans le cas de pathologie orpheline aussi, on a beaucoup de mal dans le SNDS à finalement pouvoir de façon précise identifier les patients qui nous intéressent. Et c'est là où, alors on parle de la BNDMR, il y a d'autres bases, on pourrait imaginer d'autres registres, mais qui nous permettent d'avoir vraiment la bonne étiquette sur la bonne pathologie, sur le bon patient, de pouvoir les chaîner avec le SNDS pour continuer à suivre leur devenir en termes de coûts, en termes d'outcome, etc. Et puis, bien sûr, vu qu'on a d'un côté des données cliniques et de l'autre des données qui, avec moins de précision, ça peut permettre de développer des algorithmes pour identifier des patients ou des événements d'intérêt à partir de données fiables et donc de valider l'ensemble de ces algorithmes. Pour ceux qui nous connaissent, on est très friand justement de développer de nouvelles méthodes et on manque toujours de support. L'un des principaux reproches qu'on nous fait, c'est l'avez-vous validé? Avez-vous pu avoir des données externes pour valider? Eh bien, justement, enchaînant les études comme ça, enchaînant les bases de données, ça permet de valider ces éléments. En termes de chaînage, il y a 2 façons de procéder. Donc là, nous, on parle aujourd'hui, on s'appuie sur le SNDS et les bases de données primaires. Donc, vous pourriez chaîner 2 bases quelconques, c'est valable pour tout. Vous avez l'appariement direct. Ça, c'est dans le cas où vous avez vraiment un identifiant qui est unique dans les 2 bases. Donc ici, dans notre cas, il s'appelle le NIR, dans la base du SNDS. Et donc là, vous avez un identifiant qui est le même des 2 côtés et vous allez pouvoir aller chercher directement les bons patients grâce à ce numéro. On va dire que le NIR, c'est un peu comme notre numéro de sécurité sociale. Donc là, voilà, l'appariement se fait extrêmement bien. Si on ne dispose pas de ce NIR, pour des raisons qui peuvent être assez variées, peut-être qu'on n'a pas pu le demander. C'est une information qui est assez précieuse et parfois la CNIL ne l'autorise pas toujours. Si vous ne l'avez pas, alors on va essayer d'utiliser au maximum les variables qu'on a à disposition et qui sont communes entre les 2 bases que vous cherchez à apparier. Ça peut être par exemple des informations sur le patient, la date de naissance, le sexe. Comme on travaille sur le SNDS, on va s'intéresser beaucoup aux dates de soins, dates de remboursement de traitement, d'hospitalisation. Voilà. Donc vous avez ces 2 moyens de faire et finalement on vous a relisté un petit peu les bases de données primaires. Donc soit vous allez recueillir des données vraiment pour l'étude que vous souhaitez faire, soit vous allez utiliser peut-être des cohortes ou des registres qui existent déjà. En synthèse, on vous a remis un petit tableau pour ceux qui, on va vite aujourd'hui, mais peut-être qu'après vous aimeriez reprendre un petit peu tout ça, donc on vous a remis un petit tableau. L'idée, c'est d'enrichir finalement ces 2 sources de données, d'enrichir les données primaires avec le SNDS pour le parcours et d'enrichir le SNDS avec des données primaires pour vraiment mieux catégoriser, on va dire, et décrire les pathologies. Donc, au côté de données primaires, vous êtes souvent sur un échantillon. C'est là où ça nous permet de recueillir les informations sur un échantillon de patients. Le SNDS, on est exhaustif en France.
Au niveau des caractéristiques des patients sur les données primaires, vous faites vraiment sur mesure. C'est vous qui demandez, quand vous mettez en place une étude, vous demandez toutes les informations qui vous semblent essentielles et du coup, vous avez vraiment les données qui vous intéressent. Au niveau du SNDS, ce n'est pas le cas. On doit se contenter, entre guillemets, de l'âge, du sexe, du lieu de résidence et du statut vital. Donc, ça fait peut-être pas beaucoup d'informations, d'où l'intérêt d'aller les enrichir. Au niveau des pathologies, pareil, aux données primaires, vous allez vraiment pouvoir vous intéresser à la pathologie, peut-être l'histoire de la maladie, la sévérité, définir le stade. Quand on est en oncologie, on peut aller vraiment dans le détail. Au niveau du SNDS, on va faire des proxys. Donc, pour certaines pathologies, ça se passe extrêmement bien. Pour d'autres pathologies, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment, par exemple, en oncologie, quand on va vouloir s'intéresser à des stades ou à des sous-types de cancers extrêmement spécifiques. Au niveau des traitements et du parcours de prise en charge, au niveau des données primaires, vous allez surtout vous intéresser finalement à tout ce qui est tolérance, sécurité, au motif d'arrêt de traitement. Le SNDS, on va être sur le côté remboursement et on va pouvoir suivre un parcours thérapeutique assez exhaustif. Au niveau des paramètres biologiques et cliniques, on voit que les données primaires, là, vous avez vraiment tous les résultats que vous pouvez demander. Vous pouvez avoir vos radios, vous pouvez avoir vos résultats de prise de sang, vous pouvez vraiment avoir l'ensemble des informations, ce qui n'est pas du tout le cas dans le SNDS. La qualité de vie, c'est pareil. Ce sont des informations que l'on recueille en vie réelle, mais qu'on ne retrouve pas dans le SNDS. Au niveau des coûts, alors les coûts, vous pouvez tout à fait les recueillir en vie réelle. C'est toutefois assez long. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu les carnets patients qu'on donne aux patients qui remplissent chez eux, et puis les patients, quand ils y pensent, ils vont remplir qu'une infirmière est venue ou pas. Enfin, bon, ça peut être, la qualité peut être discutable en fonction du contexte dans lequel ça se passe. Ça peut très bien se passer, et puis parfois, ça peut être un peu plus compliqué, surtout quand derrière, il va falloir le valoriser. Le SNDS, donc pour le coup, l'intérêt principal de la base, c'est le remboursement. Donc les coûts sont disponibles à deux perspectives, assurance maladie et la perspective sociétale, donc combien ça a coûté pour le patient. Au niveau du suivi, sur les données primaires, finalement, vous pouvez suivre autant de temps que vous voulez vos patients. Ça va surtout dépendre du délai d'analyse que vous voulez avoir et puis surtout du coût que vous voulez y mettre. Le SNDS, là, dans la mesure où votre inclusion s'est faite de façon adéquate avec votre schéma d'études, vous allez pouvoir les suivre sur 5 ans, même 10 ans parfois, donc en termes de morbidité, de statut vital, donc est-ce que le patient est décédé ou pas, et en termes d'efficacité de traitement. Voilà un petit peu pour cette première partie. On n'a peut-être pas précisé, on prendra les questions à la fin, donc je ne me rends pas compte s'il y a des questions, mais en tout cas, voilà, sur cette première partie, on va s'arrêter. On va continuer peut-être sur une partie un peu plus pratique. Finalement, si demain, vous voulez faire une étude chaînée, comment ça se passe ? On vous a rappelé les principales étapes. Donc déjà, il va falloir monter une équipe projet pour déterminer les objectifs du projet. Est-ce que vous souhaitez répondre à une demande des autorités ? Est-ce que c'est pour finalement peut-être calculer une population cible, étudier le fardeau d'une pathologie, nourrir un modèle ? Enfin voilà. Toujours est-il qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte en montant le projet que vous n'avez pas une source de données qui permet de répondre à votre question de recherche. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'apparier finalement des sources de données. C'est là où ça commence. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment toujours de mettre en place un comité scientifique. Ça peut être des cliniciens, des méthodologistes, des associations de patients, de bien faire valider la méthodologie d'étude et les sources de données. Les cliniciens, notamment, ils peuvent être un vrai soutien pour le recueil des données ou l'accès aux données. Si vous cherchez à accéder à des données, des registres qui existent déjà, c'est un vrai soutien. Ils vont faciliter les choses et pouvoir arbitrer en fonction de est-ce que sur les temps de recueil, sur à quel moment il vous faut les données, combien de temps il va falloir, etc. Ils vont vraiment être un grand soutien avec vous et vont pouvoir surtout valider les résultats à la fin de l'étude. Vous allez rédiger un dossier réglementaire. Dans ce dossier réglementaire, vous avez un protocole d'étude. Donc là, pareil, vous allez reprendre l'ensemble des objectifs, des populations, des sources de données, la méthodologie. Et vous avez un aspect qui va peut-être vous inquiéter un petit peu, qui est l'aspect réglementaire. Puisque là, finalement, on rentre dans un processus qui est un petit peu particulier. Vous allez devoir, selon le choix que vous faites, est-ce que c'est un recueil de données primaires ? Est-ce que vous allez ensuite l'apparier ? Enfin, voilà. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir le choix de finalement rédiger soit un protocole commun
pour l'ensemble de l'étude, se dire, OK, moi je fais une étude chaînée, je fais un protocole d'étude, ou alors vous allez vous dire, non, moi je fais un protocole pour la partie clinique, ce qui va me permettre de la faire comme une étude pour la partie observationnelle, comme une étude observationnelle un peu classique, et ensuite seulement, dans un deuxième temps, je fais mon deuxième protocole qui va me permettre d'aller faire l'appariement et ce qui va me permettre finalement de différencier les étapes d'analyse et les étapes peut-être de communication, notamment avec le soutien du comité scientifique. On rentre un petit peu dans le détail, là c'est un petit peu technique, mais tout ça pour vous dire, pour vous rappeler qu'il y avait du coup 2 modes d'appariement. Soit vous avez ce fameux NIR qui est disponible des 2 côtés, et à ce moment-là, finalement, vous êtes obligé de passer par un tiers de confiance. Personne en fait ne peut accéder à ce NIR, c'est extrêmement réglementé. Vous avez besoin d'une autorisation spécifique de la CNIL pour recueillir ce NIR, et ensuite c'est vraiment l'assurance maladie. Le responsable de traitement, donc c'est l'industriel, enfin voilà, en tout cas, va devoir transférer ces éléments à l'assurance maladie qui, elle, va faire office de tiers de confiance, donc va avoir le droit finalement d'accéder à ces identifiants et va pouvoir apparier les 2 sources de données. On appelle ça une table d'accroche pour le côté un petit peu technique, va faire l'appariement et va pouvoir ensuite extraire l'ensemble des informations à partir du SNDS qui vous sont d'intérêt. Si vous souhaitez à ce moment-là, parce que là c'est vraiment, on envoie des identifiants, vous faites l'appariement, vous recevez, vous pouvez aussi venir nourrir un petit peu. Si vous, de votre côté, vous avez des données qui vous intéressent, on l'a bien vu, les résultats d'examens médicaux, la taille, le poids, le fait que le patient fume, c'est à ce moment-là qu'on le réinjecte et c'est du coup le bureau d'études à la fin qui va pouvoir accéder aux données et puis réaliser l'étude. Donc ça, c'est dans le cas où on a un NIR, donc bien faire attention de bien déclarer tout ça à la CNIL. Dans le cas où c'est un appariement indirect, ça va être un petit peu moins facile. Il y aura un petit peu plus d'itération, on va dire, selon la qualité des données, des variables qu'on a. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va essayer de trouver des variables communes entre les 2 bases, mais ça va dépendre de ça. Donc, en gros, on va pareil, injecter l'ensemble des variables qui vont servir pour l'appariement. Là, la CNAM ou le bureau d'études, il n'y a plus de problème de NIR. Donc, il n'y a plus de problème de tiers de confiance. Un bureau d'études, si c'est autorisé par la CNIL, peut tout à fait faire l'appariement. Et donc là, ça va être un processus itératif. On va essayer une première manière de faire. On va regarder le taux d'appariement qu'on a. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on va essayer plusieurs itérations comme ça pour arriver à quelque chose de mieux. Et finalement, on va ensuite, de la même manière qu'avant, pouvoir transférer la base une fois qu'elle est appariée et qu'on est satisfait de ce taux d'appariement. Il peut arriver que parfois, on n'est pas satisfait de ce taux d'appariement et que finalement, on s'arrête au moment où on n'arrive pas à apparier. Ça peut arriver. Il ne faut pas... Voilà, là, pareil, on vous a remis une petite synthèse de bien se dire attention, si j'ai le NIR, il faut bien une autorisation clinique qui lui est propre. On a une très bonne qualité d'appariement et ça, c'est un appariement qui est réalisé par la CNAM. En revanche, si nous n'avons pas le NIR, à ce moment-là, le recueil des données, finalement, la réutilisation de ces données qui a été recueillies, ce sera via une méthodologie de référence, donc ce sera plus rapide. Cependant, la qualité de l'appariement peut être assez variable selon la qualité et la typologie des données que l'on a. Et puis l'appariement, il n'y a plus de nécessité forcément de passer par l'assurance maladie. Ça peut être fait soit par l'assurance maladie, soit par un bureau d'études. Et puis ensuite, finalement, une fois qu'on voit bien, finalement, on retrouve un circuit un peu classique où finalement, vous allez faire vos analyses. Et puis là, comme je disais, vous allez pouvoir communiquer un petit peu sur ces résultats, soit sur la première phase de données primaires, soit sur l'appariement en entier. Ça, c'est votre choix ensuite en interne de voir un petit peu comment vous voulez communiquer, mais ça va vous donner un petit peu du grain à moudre sur un peu plus longtemps. Au niveau du process réglementaire, si on reprend un petit peu sur les délais, pour synthétiser, vous avez bien ici votre protocole d'étude et votre comité scientifique, vous constituez votre dossier réglementaire et globalement, vous avez vraiment besoin de cette autorisation de la CNIL pour pouvoir approuver. Vous avez le CESRES également qui est un comité d'éthique, mais vous avez ces deux approbations pour pouvoir autoriser l'appariement. Et ensuite, l'appariement se fait donc soit, on disait, par l'assurance maladie, ou soit par le bureau d'études s'il n'y a pas forcément de NIR et que vous souhaitez, si c'est votre demande. Les données sont ensuite mises à disposition. Vous travaillez, en tout cas le bureau d'études, en l'occurrence, ça peut être nous travaille sur la qualité des données, travailler à mettre en place les bases de données, réaliser les analyses, et puis ensuite vous avez toute la partie communication qui va certainement vous intéresser. Je laisse la place à Fanny avec des exemples pour voir concrètement ce que ça peut donner. Merci Aurélie.
Alors, ce que je vous propose dans ce premier exemple, c'est de prendre en fait une demande d'étude post-inscription qui a été faite par la HAS sur un dispositif médical. Donc, vous avez peut-être déjà dû avoir ce type de demande, ou alors il y en avait une en ce moment que vous devez traiter. Donc là, c'est un exemple qui date de 2018 où, comme aime bien la HAS, il souhaitait disposer d'un suivi à moyen et même à long terme sur l'ensemble des patients qui étaient traités par zénith fenestrétide, qui est une endoprothèse aortique pour la prise en charge d'anévrisme aortique. Et il souhaitait recueillir des données de mortalité, des données sur les événements indésirables liés à l'endoprothèse, donc les endofuites, la migration, l'intégrité du dispositif, également des événements cliniques tels que les événements rénaux et les événements ischémiques. Du coup, ce qui a été fait, il y a une étude de SNTS qui a été mise en place, c'est nous qui l'avons conduite, et également une étude clinique en parallèle pour répondre également à certaines de ces questions. Il y a récemment une publi qui a été faite pour comparer en fait ces deux cohortes, en fait, SNDS et études cliniques. Je vous ai mis la publi dessous. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'un petit peu de regarder de façon un peu plus pratico-pratique les apports de chacune de ces cohortes. Donc, on va d'abord s'intéresser à la population d'études. Donc, ça, c'est vraiment la partie caractéristique de la population, avec d'un côté donc les données issues de la cohorte SNDS et de l'autre côté la cohorte issue de l'étude clinique. Donc, une étude clinique prospective dans 15 centres sélectionnés. Donc, déjà, on se rend compte qu'on n'avait pas la totalité des centres, notamment les centres qui avaient peu de patients pour lesquels une endoprothèse avait été administrée, puisque c'est un peu plus compliqué de pouvoir les capter et aller récupérer l'information sur le terrain. Donc, on avait une cohorte de 1073 patients dans le SNDS, donc finalement une cohorte quand même assez petite, même si on avait l'exhaustivité des patients, et 186 patients dans la partie clinique. À noter du coup que l'échantillon des patients n'était pas tout à fait le même, puisqu'on note que même le type de prothèse était différent. Dans la cohorte clinique, on avait principalement la couque médicale, et dans la partie, vraiment en grande majorité, en très minorité, du coup, l'endoprothèse zénith fenestrétide. Donc, c'est des éléments qu'il faut bien prendre en compte après, derrière, quand on va vouloir interpréter les résultats. Pour la partie, du coup, des caractéristiques des patients, donc tout ce qui est âge, sexe, on est plutôt assez similaire, pas de différence significative à noter entre les deux cohortes. Par contre, du coup, quand on s'intéresse aux autres et il y a des différences, mais qui sont principalement liées à la façon dont ces données sont recueillies dans les deux bases. Donc, le poids, la taille, c'est pas disponible dans le SNDS, mais ça a pu être renseigné à travers l'étude clinique. Et puis après, il y a donc des éléments cliniques qui ont pu être récupérés via les dossiers patients dans l'étude clinique. Et pour le SNDS, on avait mis en place des proxys pour récupérer ces informations-là. Donc, il y avait notamment une proxy sur tout ce qui était tabac. Donc, en effet, on se rend bien compte que c'est bien sous-estimé dans la cohorte SNDS, à 31,2% de patients tabagiques dans les 10 années versus 62% dans la cohorte clinique. Mais c'était attendu, puisque du coup, dans le SNDS, on peut récupérer cette information uniquement via les remboursements de substituts tabagistes et éventuellement des hospitalisations où le code tabac avait été renseigné. Et ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est pour des algorithmes un peu plus faciles à repérer, le diabète, la BPCO, on retrouve vraiment des informations qui sont similaires, avec du coup dans le diabète, 18% de diabétiques dans le SNDS versus 16% dans la cohorte clinique, et pour la BPCO par exemple, 24% dans le SNDS versus 26% dans l'étude clinique. Donc, même si le SNDS ne dispose pas d'études de données cliniques, avec des proxys, notamment quand on a, comme le diabète, des informations sur l'ALD, sur les hospitalisations et sur les traitements administrés, on peut vraiment récupérer des informations cliniques pertinentes. Pour ce qui était de la demande faite par la HAS, ils souhaitaient récupérer des données de mortalité à long terme. Donc, à gauche, vous avez l'étude clinique avec les différents time points et l'étude SNDS. Donc là, dans ce papier, on compare les données à 2 ans, mais on avait demandé 5 ans de suivi et ça a été prolongé avec 10 années de suivi. Donc, on aura vraiment un suivi à très long terme de ces patients via la cohorte SNDS. La mortalité toute cause est disponible dans les deux bases sans problème, et la mortalité en lien avec la pathologie, elle est disponible dans la cohorte clinique, et via le SNDS, on peut le récupérer soit si on a demandé un accès au CPDC, en sachant que ce sont des données qui sont limitées dans le temps, puisqu'il y a en général 4 ans entre le moment où
où on a la donnée et où ça remonte après dans le SNDS, donc il faut l'avoir en tête. Et on peut également travailler sur notamment pour les décès, pour des cohortes de patients qui décèdent essentiellement à l'hôpital, faire des proxys en utilisant par exemple le diagnostic au moment du décès hospitalier du patient via le PMSI. Donc, ce que je voulais juste vous montrer ici, ce sont du coup les résultats qui sont dans le papier, avec du coup une survie, ce sont les données là, de survie avec un estimateur de Kaplan-Meier. À 30 jours, on était à 95% pour ce qui était de l'indicateur décès toute cause, versus 94% dans le SNDS pour la survie. Et on se rend compte, en fait, au fur et à mesure que dans la cohorte clinique, on est un petit peu moins exhaustif, avec 88,5% de survie dans la cohorte clinique versus 80% dans le SNDS. Donc, finalement, la donnée du SNDS, notamment sur des suivis à long terme, pour ce qui est du décès, est vraiment la donnée la plus fiable qui peut exister. Et quand on va après sur la mortalité en lien avec l'anévrisme, on retrouve des choses assez similaires parce qu'on imagine en fait que notamment dans la cohorte clinique, ce sont des patients qui vont revenir à l'hôpital et pour lesquels du coup la collecte de données va être beaucoup plus simple à collecter. Et les données du CPDC de montrer des données tout à fait comparables. Pour la slide d'après, c'était juste pour revenir sur les différents événements indésirables qui étaient demandés, sur lesquels qu'on a pu étudier dans ces deux cohortes. Donc, la partie, tout ce qui était endofuite, migration du dispositif, intégrité du dispositif, il faut disposer des résultats d'imagerie. Donc, ces informations ne sont pas dans le SNDS. Donc, c'est des éléments qui ont pu être renseignés via la cohorte clinique. Et puis après, les autres éléments, ce sont des éléments qui ont été récupérés à la fois dans la cohorte clinique et dans le SNDS, avec pour le SNDS la grande la difficulté parfois de trouver des proxys qui pourraient vraiment approcher ces éléments cliniques. Donc pour ce qui était reprise chirurgicale, complications de prothèse, on avait des codes SIN-10 spécifiques et des actes CCM qui ont pu être utilisés. Pour la partie événements rénaux, on a utilisé des algorithmes publiés par la HS et la NSM. Donc, on peut également réfléchir, regarder un petit peu toute la littérature qui existe maintenant sur toutes les données qui ont été publiées sur les CNDS, puisqu'on est nombreux à travailler sur ces données et récupérer des algorithmes effectués par nos petits copains pour aussi les appliquer et finalement que ce soit déjà un petit critère de validité de l'algorithme, puisqu'après, il aura été publié. Et puis après, pour la partie événements ischémiques, via les codes SIN-10, on a pu faire un petit proxy. Donc, si jamais maintenant on était en 2024 avec cette même demande, ce qu'on pourrait proposer, ce serait de pouvoir coupler du coup ces deux cohortes, la cohorte clinique du coup, et puis du coup la cohorte SNDS, où en plus comme c'est un produit du coup qui est sur la liste la LPP, on peut vraiment le capter tous les patients, faire un suivi long terme sur le SNDS et dans la cohorte clinique avoir valider finalement tous les événements cliniques qui vont être après reproduits dans le SNDS. Et avec un suivi du coup très long terme, puisque là on pourrait même rêver à ce que du coup il y ait vraiment quasiment demander dès le démarrage 5 voire 10 années de suivi de ces patients pour avoir un suivi à très long terme à fournir aux autorités. Et le principal du coup, la slide d'après, le principal du coup avantage et force en fait de cette partie-là, c'est vraiment de pouvoir via le SNDS avec la cohorte exhaustive, d'évaluer la représentativité de la cohorte clinique et potentiellement, si besoin, d'effectuer des redressements sur les données de la cohorte clinique pour pouvoir rendre ces résultats tout à fait reproductibles et généralisables. Et également de valider les proxys des critères de jugement de la cohorte SNDS, puisque notamment tout ce qui est la partie proxy décès, cause de décès, on va pouvoir du coup vérifier que le décès qu'on a dans la cohorte SNDS, si jamais on avait dit qu'il y avait un décès pour cause d'anévrisme, vérifier que ce patient dans la partie cohorte a bien l'information décédée. Donc on va pouvoir après valider ces proxys et ça a une grande valeur puisque vraiment en ce moment ce qui est le challenge qu'on a avec ces bases c'est vraiment de pouvoir valider les algorithmes avec des vraies études de validation d'algorithmes. Donc là, on peut le faire. Et du coup, après, derrière, une fois que l'algorithme est validé, on peut finalement arrêter la cohorte clinique et continuer le suivi de ces patients avec les algorithmes qui auront été validés et qui auront du coup une grande cohérence et pertinence clinique.
Et puis également, grâce à ce design, en fait, chaîné, on peut compléter les données manquantes de la cohorte clinique avec les données du SNDS. Donc, on va passer au dernier exemple, et comme ça, on aura un petit peu de temps pour les questions, malgré ce retard. Oui, merci Fanny. Donc, le deuxième exemple, j'ai choisi les accès dérogatoires avec rapidement une présentation des accès dérogatoires qui sont des dispositifs qui permettent aux patients en situation d'impasse thérapeutique de disposer des médicaments qui ne sont pas encore autorisés en France. Et depuis le 1er juillet 2021, une réforme a permis un accès plus simple et plus rapide à ce dispositif, mais avec des modifications. Donc, on a des délais d'instruction de dossiers de demande qui sont raccourcis, des critères d'éligibilité qui sont plus clairs et qui sont très bien définis dans des dossiers qui sont sur le site, qu'on peut télécharger sur le site de la HAS ou de la NSM. Et puis surtout, on a un suivi en vie réelle qui est renforcé avec un recueil obligatoire de ces données observationnelles et ce recueil est financé par le laboratoire. Donc, slide suivante. Donc, si on regarde de manière globale, sachant qu'il n'y a pas tous les accès dérogatoires sur ma slide, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, on peut démarrer par un accès compassionnel précoce pendant le développement clinique du médicament, sur demande des prescripteurs et des associations, en fait, des sociétés savantes plutôt. On peut enchaîner ensuite, et d'ailleurs c'est un engagement que prend le laboratoire à déposer une demande pour un accès précoce pré-AMM, ce jusqu'à ce que le médicament ait son AMM, et ensuite on peut poursuivre, ou non, ce n'est pas une obligation, par un accès précoce post-AMM, tout au long de la négociation du remboursement jusqu'à la publication au JO et la commercialisation du médicament et le passage en droit commun. Slide suivante. Donc, ces accès précoces, ce ne sont pas des études, mais ça fait partie du soin courant. Et donc, ces données qui vont être recueillies tout au long des accès précoces, ce sont les premières données sur le médicament en quasi-vie réelle. Pas vraiment de la vie réelle, parce que là, pour le coup, on ne sort pas du cadre, puisque les demandes d'accès au traitement, elles sont validées avant l'envoi du traitement. Donc, on reste dans le cadre de l'AMM à venir. Ces données, elles vont être importantes pour la négociation du prix du médicament avec le CEPS, mais ça peut être également un tremplin pour démarrer une étude non interventionnelle et pourquoi pas chaînée, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, une étude non interventionnelle chaînée juste à la suite de l'accès précoce. Slide suivante. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que, à la suite de notre accès précoce post-AMM, on souhaite démarrer une étude non interventionnelle chaînée au SNDS. Alors, pour ce faire, il faudra démarrer très en amont, anticiper donc les dépôts réglementaires au niveau du HDH, comme on vous l'a montré tout à l'heure, également au niveau du CPP, puisque là, nous allons être dans une étude non interventionnelle et plus donc dans le soin courant comme sont les accès précoces. Et également une autre action qu'il faudra réellement anticiper, puisque vous savez que c'est vraiment une action qui prend du temps, c'est une nouvelle contractualisation avec les centres, puisque tant qu'on est en accès dérogatoire, bon, en plus de ça, avec les accès dérogatoires, on peut inclure des patients avant même d'avoir contractualisé avec les CHU. Ce n'est plus le cas dans les études non interventionnelles. Donc là, on change de contrat et donc il va y avoir cette phase de contractualisation avec les hôpitaux qu'il faudra bien anticiper.
Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette étude non interventionnelle chaînée au SNDS? Eh bien, par exemple, recueillir le statut des patients qui ont bénéficié de l'accès précoce, donc le statut clinique tout au long, par exemple, d'une année grâce à cette collecte non interventionnelle. Inclure également de nouveaux patients, faire le suivi de PROMS ou de PREMS. Et puis, grâce au chaînage au SNDS, on va pouvoir regarder le statut vital de nos patients à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, hein, comme on nous l'a présenté précédemment. Slide suivante. On peut également envisager de chaîner les données des patients qui sont dans les accès précoces avec les données du SNDS, mais sans mettre en place d'études non interventionnelles, juste, par exemple, pour connaître le statut vital de ces patients à 1 an, à 2 ans, à 5 ans. Et à ce moment-là, il faudra pareillement bien anticiper les dépôts au niveau du HDH, mais là, on s'affranchit quand même du CPP, de la contractualisation avec les centres, et on peut démarrer directement sur le chaînage avec le SNDS. Un clic de plus. Donc, une autre manière de faire, eh bien, c'est de passer, par exemple, aussi par la plateforme d'Agoria Santé, ce qui permet très rapidement dans les slides d'après de vous présenter cette plateforme, hein, qui est une plateforme technico-réglementaire qui a pour but d'exploiter et de conserver les données de santé et de les enrichir, et également qu'elles soient réutilisables. Slide suivante. Donc, tout un collectif s'est mis en place pour faire émerger de nouveaux projets, et il y a plusieurs cas d'usage qui sont en cours et à l'étude. Donc, dans ceux qui sont en cours, eh bien, c'est l'appariement justement du SNDS, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, avec des bases d'accès précoce et des études observationnelles, et la conservation pour réutilisation dans l'entrepôt de données de santé, sachant qu'il y a des accords avec la CNIL qui permettent d'aller plus vite dans le chaînage avec les données du SNDS. On peut également, dans cet entrepôt de données de santé, intégrer des bras témoins et des populations cibles. Et puis, et non des moindres, également, dans un avenir très proche, ou peut-être déjà maintenant, appareiller les cohortes de données des patients avec le SNDS, mais également avec des résultats de biologie médicale sur cette fameuse plateforme de Agoria. Donc ça, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une grosse avancée, puisque c'est vraiment une des faiblesses du SNDS que de ne pas avoir ces résultats de biologie. Donc ça, voilà. Si jamais vous souhaitez d'autres informations sur cette plateforme, nous vous donnerons les coordonnées de Diane-Charlotte Bailly qui est chez EVA et qui pourra vous renseigner. Pour notre part, eh bien, écoutez, on vous remercie d'avoir suivi, même si ça a été un peu chaotique au début, d'avoir suivi ce webinaire, et puis on est présente pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Le SNDS est utilisable pour évaluer des parts de marché de produits de santé. L'essentiel, c'est de se conformer aux finalités de santé publiques qui conditionnent l'accès aux données. Mais il est possible, du coup, d'analyser la prise en charge des patients avec une indication donnée, avec ainsi la distribution des dispositifs médicaux utilisés sur une période donnée, par exemple. Et donc, du coup, il faut que ça rentre dans les finalités qui sont autorisées pour accéder à ces données. Et donc, écoutez, je remercie tout le monde, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.